Tout à l'heure, vous disiez avec beaucoup de modestie, cher Jean-Claude Faubaron, que l'un des éléments de connaissance du passé, c'est bien sûr Mémoire des Vosges aujourd'hui, donc la revue qui est éditée par la Société Philomatique. Un regret quand même sur Mémoire des Vosges, j'ai remarqué en lisant d'anciens numéros des années 70 qu'on a conservés à la mairie, des bulletins de la Société Philomatique, qu'il y avait une chronologie, une fois que l'année était écoulée, une chronologie qui était d'ailleurs écrite par Hubert Bernard, je crois, pendant un certain temps, donc journaliste bien connu à l'époque, et toujours actif à Saint-Dié-des-Vosges. Et c'est un outil assez précieux quand on veut savoir ce qui s'est passé en 1976. Alors bien sûr, il sélectionnait les événements qui lui paraissaient importants à lui, et il y avait déjà une lecture et un choix dans cette sélection-là. Mais on a parfois des surprises quand on lit ces chronologies, et des surprises assez fortes, y compris sur la vie politique du secteur. Ça permet de rappeler un certain nombre d'éléments qu'on pourrait oublier. Donc je pense que c'est un outil précieux, et je lance cette idée que peut-être un jour la chronologie est utile, parce que très vite la mémoire se perd. Et puis effectivement une question, alors vous l'avez abordé tous les deux, ça n'est pas complètement à moi de le faire, à moi qui de plus ai refusé d'intervenir dans ces journées d'études vosgiennes. Vous me l'aviez proposé, je n'ai pas voulu, voilà. Là aussi les temps changent. Mais cette question de savoir à quoi sert l'histoire, évidemment, qui est une question que d'autres se sont posées avant nous, beaucoup d'historiens, de philosophes, on peut penser à Paul Ricoeur ou à Antoine Pro pour les historiens qui sont sur le dur. Je me contenterai ici de deux réflexions sur cette question. La première, c'est qu'on ne fait pas d'histoire si on ne croit pas qu'il y a une vertu intrinsèque à la connaissance. On fait de l'histoire parce qu'on pense toujours qu'il vaut mieux savoir que ne pas savoir, tout en sachant très bien qu'on saura toujours moins de choses que ce qu'on ne saura pas. Et l'histoire, c'est aussi l'histoire de ce qu'on oublie, et on oublie une grosse partie, le principal. Nous croyons qu'il y a une vertu intrinsèque dans le fait de savoir et dans le fait de connaître le passé, parce qu'il y a non pas peut-être des leçons, en tout cas pas au sens où il y aurait des automatismes à tirer sur des conduites par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, mais plutôt des prudences à avoir sur un certain nombre d'assertions que nous entendons dans le débat public contemporain. Et je me contenterai d'en citer une que certains ici m'ont souvent entendu répéter, à savoir qu'il n'y a pas de mouvement irréversible du progrès dans l'histoire. Il y a au contraire des accidents très violents et pour certains très durables qui montrent qu'on n'est jamais prémuni de rien. Et on n'est jamais garanti de rien, même dans un État démocratique comme le nôtre. La vigilance doit être de tous les instants. Je prendrai un exemple qui concerne l'histoire des techniques et que là aussi j'utilise souvent. J'aimais bien commencer mes cours quand j'enseignais encore par cet exemple qui rappelle que pendant longtemps, à l'époque des Romains, alors pas au début de la République romaine, mais un tout petit peu avant que l'Empire soit établi, soit au IIe siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle pour l'établissement de l'Empire, eh bien, les Romains ont appris à maîtriser les techniques hydrauliques de façon à pouvoir amener de l'eau là où il n'y en avait pas, et surtout à en amener dans la montagne là où il n'y avait pas de source. Et donc ça a permis, pour des raisons de défense, de construire un certain nombre de villes romaines dans la chaîne des Apennins, là où il n'y avait pas de source, et d'amener par un système de pression de l'eau dans ces villes, qui pouvaient donc être protégées, et du reste, les installations hydrauliques étaient évidemment protégées et surveillées. Donc on pouvait construire des villes partout à l'époque romaine, si on le souhaitait, en tout cas presque partout, parce qu'on savait maîtriser ces techniques hydrauliques. Et puis, pour des raisons qui sont d'ailleurs inconnues des historiens, ces techniques ont été tout purement et simplement oubliées. C'est-à-dire qu'à partir à peu près au IIIe siècle, à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ, on a oublié d'abord comment entretenir ces systèmes hydrauliques, comment faire fonctionner ces systèmes de pression, et puis ensuite on a même oublié comment construire ces systèmes hydrauliques. Et donc toutes les villes qui avaient été construites dans la montagne loin d'un point d'eau ont dû être abandonnées. Et pendant ensuite des siècles, on a
plus été capable que de construire des villes à proximité d'un point d'eau. Et on a redécouvert cette technique qu'au début du XIVe siècle, dans l'Italie médiévale, à Sienne, pour être tout à fait exact. Et donc on a pu à nouveau, pour des raisons de défense, dans le monde tardivement médiéval, reconstruire des villes éloignées d'un point d'eau, et en particulier dans la montagne. Alors c'est le signe, vous imaginez, 1000 ans. Pendant 1000 ans, on n'a plus su faire une chose qu'on avait su faire auparavant pendant des siècles. C'est le signe que, aussi bien en histoire des techniques, et quand on réfléchit à cela, à la confiance que nous avons aujourd'hui dans le système de stockage de nos données informatiques, on frémit. Parce que qui garantit que nous saurons lire les types de codage, puisque toutes nos données sont codées, qui existent aujourd'hui, dans 200 ou 300 ans. Donc nous aurons peut-être tout simplement perdu l'essentiel, la quasi-totalité de notre mémoire. Et vous vous en souvenez, cher Jean-Claude Fauvaron, c'est d'ailleurs l'invitation à la prudence que je lançais lors d'une assemblée générale récente en disant oui, on parle beaucoup du passé il y a 100 ans, il y a 200 ans, mais on n'est pas du tout sûr qu'aujourd'hui on aura autant de choses pour connaître ce passé que ce qu'on a aujourd'hui, pour connaître le 19e siècle. Et puis, effectivement, en matière aussi d'histoire politique ou d'histoire tout court, cet exemple en histoire des techniques montre qu'il faut toujours être vigilant et qu'on peut très bien revenir en arrière, que cette illusion du progrès perpétuel que nous avons chérie pendant les 30 Glorieuses, cette illusion, elle est réversible et que même la démocratie peut parfois être menacée de façon très, très violente. Et donc, il faut être particulièrement vigilant dans tous les éléments de notre vie sur cette réversibilité de l'histoire et sur ces accidents, hélas, tragiques qui se produisent et qui sont l'histoire de l'histoire. Et puis, si nous croyons à l'histoire, c'est parce que nous pensons... Alors là, je quitte mes habits d'historien que j'avais repris avec un peu de plaisir pendant quelques minutes pour redevenir maire de Saint-Dié-des-Vosges, parce que nous pensons effectivement qu'il y a lieu de penser à cette histoire et d'en faire un objet de fierté dans beaucoup de régions, et en particulier dans la nôtre. En effet, et là il s'agit plus d'un discours de maire que d'historien, je vous le concède, chers amis, il y a lieu d'être fier de l'histoire, en particulier de cette ville, parce que c'est l'un des lieux où s'est inventée la modernité à 3 moments de son histoire. Au début du XVIe siècle, avec ce milieu d'érudits qui a souvent été décrit, et on sait quelles réserves il peut y avoir sur cette idée d'invention d'Amérique, eh bien, il y avait ici un milieu assez représentatif, avec les différences de celui de l'humanisme rhénan qu'on trouve ailleurs, pas très loin d'ici, en Alsace, un milieu qui réfléchissait à ce qu'était le monde, ou en tout cas essayait de le connaître. Et donc cette modernité de l'humanisme, cette volonté de savoir, cette prise de conscience qu'il y avait un monde au-delà du monde et un monde solide, et pas seulement un monde spirituel au-delà du monde, eh bien, cette modernité-là, cette modernité géographique de la connaissance, de l'humanisme triomphant, en tout cas qui le pensait, qui l'espérait, elle s'est en partie pensée à Saint-Dié-des-Vosges, avec d'autres villes bien sûr, mais cette modernité-là, elle était ici, au cœur de notre vie. La modernité, bien sûr, cet autre moment de l'invention de la modernité, c'est la fin du XIXe siècle. On sait bien, là aussi, cher Jean-Claude Fauvaron, et il est dans son rôle, vous êtes dans votre rôle quand vous dites « mais non, un historien c'est toujours quelqu'un qui vous dit « ça ne s'est pas exactement passé comme ça ». Mais à la fin du XIXe siècle, on sait bien que Jules Ferry n'a pas inventé toute l'école et qu'en fait Guizot, François Guizot est sans doute le vrai inventeur de l'école avec Victor Duruy et peut-être même avec Lacanal si on revient à la Révolution française qui avait posé les bases effectivement de l'éducation publique. Mais enfin, à la fin du XIXe siècle, ce grand projet d'une émancipation par l'éducation, d'une émancipation qui soit ouverte à tous, dont on sait qu'elle a bien fonctionné pour les fils de paysans, moins pour les fils d'ouvriers d'ailleurs, eh bien ce grand projet d'une émancipation par l'éducation, d'une école laïque, ce grand projet-là, il a évidemment à Saint-Dié-des-Vosges trouvé un écho tout particulier, c'est en grande partie ici qu'il s'est inventé. Et puis,
Cette modernité, elle était présente, elle a été imaginée, elle a été inventée aussi ici avec la modernité architecturale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et l'un des aspects particulièrement passionnants de ce livre, c'est cette communication qui est consacrée au débat à l'époque de la reconstruction, au débat, et qui fait d'ailleurs apparaître que, contrairement à ce qu'on raconte souvent, la première association des sinistrés, celle qui était la plus nombreuse et qui était présidée par André Colin, cette association n'était pas opposée au projet de Le Corbusier, mais y était au contraire favorable, contrairement à ce qu'on avance souvent, et que vraisemblablement, dans la décision, au-delà des objections qui existaient ici et là, dans la décision du maire de l'époque d'opter en faveur du plan de reconstruction d'André, de Jacques André, il y avait des préoccupations financières, puisque c'était l'État qui payait cette reconstruction, et que l'État n'était pas très favorable au plan de Le Corbusier, alors que la ville l'avait missionné comme architecte de conseil officiel. Donc cette modernité, elle s'est en partie inventée ici. Alors au gré de ces pages, vous aurez, comme toujours en histoire, un certain nombre de découvertes. Il y a des communications passionnantes sur l'histoire du temple de Saint-Dié-des-Vosges, par exemple, dont on apprend du temple protestant, dont on apprend que c'est le plus ancien, je crois, de Lorraine, qui remplit toujours son office, et que son architecture est particulièrement intéressante. C'est un bâtiment devant lequel on passe très souvent et auquel on ne fait pas vraiment attention, alors qu'il a de l'intérêt. L'histoire aussi de son vitrail magnifique est en partie retracée dans ce livre. Alors il y a des choses qu'on n'a pas pu développer, des surprises comme l'histoire en réserve, comme le fait que, je regarde mon collègue maire de Fraise, comme le fait par exemple que la ville de Fraise est aujourd'hui dans ses armes, les armes du chapitre de Saint-Dié-des-Vosges. C'était déjà l'intercommunalité presque, mais d'autres communications qui sont évidemment passionnantes et sur lesquelles on pourrait revenir. On a parlé tout à l'heure de celle de mon ami François Odigier sur Maurice Gendon, qui rend justice à cet homme bon et généreux. Et puis, dans ce livre, et on revient ici à la fierté qu'on peut éprouver quand on est de cette ville ou de ce territoire, il y a une révélation, il y a un scoop, il faut le dire. Dans l'annexe numéro 4 de la communication de Dominique François Barrette, qui est issu, vous le savez, d'une vieille famille déodacienne, son père toujours actif, historien local, écrivain, Dominique François Barrette, qui est fonctionnaire européen, qui vit à Bruxelles et qui a travaillé sur les archives américaines, sur la question de la libération de Saint-Dié, et en particulier du front, de la formation de la poche des Vosges. Et donc, dans cet article, pour beaucoup écrit à partir des archives américaines, il nous révèle une chose que les déodaciennes et déodaciens, et pour cause, puisqu'ils avaient évacué leur ville, n'ont pas gardé en mémoire. Il nous révèle qu'un grand Américain, un des plus grands de cette époque et du XXe siècle, le général, à l'époque c'était le général Eisenhower, qui est ensuite devenu président des États-Unis de l'Amérique, comme vous le savez, un président courageux d'ailleurs, qui, à des époques où la ségrégation entre les Noirs et les Blancs dans le sud des États-Unis était presque questionnée, remise en vigueur, a su prendre des arbitrages courageux, et bien que le général Eisenhower est passé à Saint-Dié-des-Vosges le 24 septembre 1944, qu'il y a d'ailleurs pris une décision importante, décisive, et en même temps peut-être mauvaise pour la suite de la Seconde Guerre mondiale, puisque face à un front qui avait avancé très rapidement, plus rapidement qu'il ne le pensait avec les troupes de Brooks, jusqu'à arriver à Saint-Dié-des-Vosges, face au choix qui lui était donné, soit de foncer directement vers l'Allemagne, soit de soutenir les armées de Patton qui étaient au nord, au niveau de l'actuelle Moselle. Il a pris la décision de soutenir Patton au nord, ce qui a ralenti la libération d'une grande partie du territoire français, surtout de l'Allemagne et de l'Alsace surtout. Et donc c'était une décision qui a été prise ici à Saint-Dié-des-Vosges, qui a été prise ce 24 novembre 1944, et aujourd'hui Dominique François Barrette est quasiment certain. Il conduisait un certain nombre d'hypothèses, il produit d'ailleurs des photographies, on voit Eisenhower à Saint-Dié dans sa communication, il cite
des mémoires de l'aide de camp d'Eisenhower, qui dit que Eisenhower a été particulièrement saisi par l'état de destruction de Saint-Dié et qu'il s'est exclamé que c'était l'exemple le plus frappant de la barbarie allemande qu'il avait eu à voir depuis le début de la guerre. Eh bien, il a quasiment identifié le lieu où était installé le PC donc, de Brooks et où donc Eisenhower est passé, pas longtemps, vraisemblablement 1 heure ou 2 heures, et avant d'aller visiter la ville. C'est vraisemblablement un lieu qui est situé à l'extérieur de la ville de Saint-Dié, mais toujours bien sur le territoire de la ville de Saint-Dié actuelle. Il aura l'occasion de vous en dire plus, puisque Dominique François Barrette sera invité, à partir de cette communication, à faire une conférence sur Eisenhower à Saint-Dié-des-Vosges, le 24 septembre, ici à Saint-Dié, à l'hôtel de ville. En fin d'après-midi, alors je crois que c'est à 17 ou 18 heures, cela vous sera précisé, et il aura l'occasion donc de vous expliquer où ce grand Américain a rendu la politesse à la marraine de l'Amérique en aidant à sa libération, même s'il y a pris une mauvaise décision. Voilà. En tout cas, merci messieurs merci à tous vos auteurs, merci à Mme Mougel, dont la communication est particulièrement passionnante. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé à ce formidable travail qui fera date et qui nous montre qu'on a décidément beaucoup de courage, de leçons de courage, ça c'est sûr, à prendre dans l'histoire, beaucoup de détermination et beaucoup de vigilance aussi à y trouver, mais je crois qu'on peut être fier de ce livre, comme on peut être fier de l'histoire de Saint-Dié-des-Vosges et de la Déodacie. Voilà, vous pouvez tous courir acheter ce livre évidemment.